Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Septembre dernier, les personnels de cardiologie, de blanchisserie du pôle nettoyage et les brancardiers étaient rassemblés dès l'aube ce matin devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Alors ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et réclament l'ouverture d'un vrai dialogue avec la direction. Alors cette dernière assure dans un communiqué que la continuité des soins est maintenue grâce à la mobilisation des équipes et précise que des échanges réguliers ont eu lieu avec les représentants syndicaux. Tout de suite, un retour en images avec Charlie Dagonia. Depuis le 29 septembre, nous mobilisons par, premièrement, la cardiologie, aussi là qu'il a commandé réhabilitation à chef de service qui chef de service depuis 20 ans et qu'il prend des décisions, le directoire prend les décisions arbitraires pour ça évincer chef de service là ça. Alentour à chef de service, il y a une équipe qui mobilisait aussi parce que y a un projet de service, un projet médical de service qui met en place. Aussi là, il y a retrouvé avec chef de service à yo. Après, juste aujourd'hui là, il y a des médecins qui travaillent dans un service là ça, et bien il y a pas ni chef de service qui a géré yo, qui a occupé de yo. Donc si on fait une erreur médicale, yo livré à yo même. Alors là aussi, yo commencé à râler quoi yo derrière parce que le diplôme a yo quand même en danger. Donc, c'est important pour nous savent. Et alentour à tout ça, nous ni les d'autres services qui rentrent en mouvement aussi, nous ni les brancardiers, les ASS en bio-nettoyage, aussi là, ils ont commandé respect à droit de travail à eux. Hein. Nous ni aussi au niveau à le service de blanchisserie, qui a trouvé un pôle logistique, un service qui pareil parti, mais qui a resté en place. Et bien, je dis là, depuis combien de temps, il a dit que les appareils pas qu'à fonctionner. Il a dit comme ça qu'il a misé 2,5 millions pour réparation. Je dis là, personnel là, pas qu'à voir réparation là qui fait là. Nous commandé aussi la population, puisque combat là, nous commandé aujourd'hui là, qu'a toujours dit, à part l'argent, nous commandé, à part augmentation de salaire, nous commandé. Jusqu'à nous commander entre temps, évolution de carrière en nous, c'est vrai, qui bloqué. Il a pas qu'à faire rien. Et puis, respect à droit de travailler. Et surtout, en bonne prise en charge à patients guadeloupéens qui sont rentrés en disant Chauvel en attendant nous opérer. Tout ce combat que nous avons mené aujourd'hui là, c'est aussi pour les fournisseurs qui guadeloupéens en pays là, pour prendre en charge correctement patients nous. En tout cas, là, nous arrivons périn pour nous pas ni rencontrer même problème que nous ni Chauvel aujourd'hui là. Donc, combat à nous aujourd'hui là, nous estimons qu'il est légitime. C'est pour nous-mêmes, c'est pour peuple Guadeloupe et puis pour l'hôpital en nous, hein, surtout de venir à l'hôpital là qui est ouvert, high-tech, avec des équipements sortis d'usine, hein, quand il a dit, il est important que nous menions combat là depuis aujourd'hui là, pour nous pas partir peuple à périn. Budget 2026, une menace directe pour l'économie ultramarine. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme face aux possibles révisions des exonérations de cotisations sociales. Ils appellent les élus et les acteurs économiques à une vigilance immédiate afin de préserver l'équilibre fragile du tissu entrepreneurial guadeloupéen. Tout de suite, les images de Maxime Morel. Alors d'abord, il y a deux mesures qui éclatent sur les mesures les plus graves. C'est l'exonération, le rabot sur l'exonération des charges sociales. Ça représente à peu près 350 millions d'euros pour l'outre-mer, une centaine de millions d'euros environ, un peu moins pour la Guadeloupe. Et vous avez également les 450 millions d'euros de crédit d'impôt qui c'est de l'aide en moins pour les investissements. Ça veut dire que les entreprises qui le pourront, c'est-à-dire plutôt les grandes entreprises, les entreprises qui sont là depuis longtemps, pourront compenser le fait qu'ils n'ont pas d'aide en mettant plus d'argent elles-mêmes, en demandant à leurs actionnaires. Et celles des petites entreprises qui malheureusement n'ont pas la capacité d'apporter ça, c'est la fin du projet, ils ne pourront rien faire et ils vont disparaître. Bientôt, nous aurons des entreprises qui seront dans l'obligation de déposer le bilan parce qu'elles ont des dettes sociales, fiscales, des dettes bancaires, tout ça, et qu'elles n'arrivent pas à respecter, faute d'activité,
faute de facturation et d'encaissement. Nous avons négocié avec nos partenaires sociaux des augmentations de salaire que nous sommes obligés de prendre en compte, mais si nous n'avons pas d'activité pour pouvoir prendre en compte ces surcoûts et faire travailler nos salariés, c'est la mise à mort des entreprises dans les jours qui viennent, sachant qu'il y a déjà un paquet qui sont liquidés et qui ne peuvent pas tenir, et celles qui sont là, dans pas longtemps, il n'y aura pratiquement plus d'entreprises pour répondre aux quelques marchés qui vont sortir et qui sont déjà attribués parce qu'elles n'ont plus la capacité de les réaliser parce qu'il y a des surcoûts qui ne sont pas pris en compte. Aujourd'hui, on est en train de préparer une infographie sur le sujet. Un maçon qui emploie 2 salariés, avec les exonérations de charges sociales et le coût de rabot qui est annoncé, il devrait payer plus de 12 000 € en plus par an. Pour un restaurateur, on a vu que pour 6 salariés, ce qui serait payé à 1,6 SMIC, on serait à une augmentation de 66 000 € par an de ces charges sociales. Donc c'est totalement énorme. Ce sont des sujets qui sont très importants pour les TPE comme pour les entreprises de taille moyenne. On est conscient, on comprend, on analyse bien que les choses sont difficiles dans le budget de l'État. Et donc on dit, donnons-nous 1 an. On ne dit pas qu'il faut tout supprimer pour qu'on puisse faire l'évaluation de cette mise en application de la loi du 1er janvier 2026, reportons-la au 1er janvier 2027. Et comme le Premier ministre l'a dit, cette évaluation doit nous servir pour pouvoir corriger le tir et non pas une mise en application brutale sans qu'on ait pu mesurer les conséquences, parce qu'une fois que ça sera mis en œuvre, ça sera trop tard. Après notre échange hier avec M. Lugnon de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la réforme de la facturation électronique continue de faire parler d'elle. Ce matin, un temps d'échange s'est tenu pour rappeler les enjeux et le calendrier de cette réforme qui deviendra bientôt obligatoire pour toutes les entreprises, dont l'objectif, accompagner les acteurs économiques dans cette transition numérique incontournable. Tout de suite, les images de Lois Lane. Depuis le début de l'année 2025, on fait un tour de France pour parler de facturation électronique, pour aller à la rencontre des entreprises, pour leur expliquer comment ça va se passer et quels sont les avantages pour la compétitivité de l'économie du passage à la facturation électronique. Et il était inimaginable de faire un tour de France sans passer par la Guadeloupe. Ce qui est particulier sur la réforme de la facturation électronique, c'est que c'est une réforme qui concerne toutes les entreprises, même les tout petits, même les franchisés en base, même les auto-entrepreneurs. Ça peut être difficile parce que pourquoi ? Chaque métier a un cas particulier. J'ai soulevé le problème des marins-pêcheurs, les problèmes du tourisme, les problèmes de la coiffure et d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place plusieurs types de réunions adaptées à chaque spécialité. Donc c'est un travail qui va se faire avec l'Union et les organisations professionnelles. La difficulté, c'est-à-dire le marin-pêcheur, il n'est pas dans un bureau, il est sur les étals. Donc, il n'y a pas de système informatique qui peuvent travailler directement. Et donc, c'est une complication de fonctionnement technique. Et il va falloir mettre en place cette formation pour les adapter à cette nouvelle orientation et au niveau logistique. Nous allons mettre en place un accompagnement individualisé, un accompagnement de groupe aussi, puisque nous avons aujourd'hui invité les organisations professionnelles qui pourront, à leur demande, demander de l'accompagnement pour qu'on puisse, au plus près de chaque entreprise, faire le nécessaire. Parce que je vous rappelle que c'est une obligation et que comme c'est une obligation, nous devons former aussi les personnes à l'outil, former nos adhérents à l'utilisation, et donc par conséquent, nous voulons que les artisans soient au rendez-vous. D'ici le 1er septembre 2026, il faut que chaque entreprise ait choisi une plateforme de réception de ses factures, c'est-à-dire une boîte aux lettres finalement, qui va lui permettre de recevoir toutes ces factures sous format électronique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'un côté des factures par mail, de l'autre côté des factures sur les portails qui sont mis à disposition par des gros fournisseurs, enfin les factures papier qui arrivent dans la boîte aux lettres. Tout sera au même endroit. Et le fait d'avoir toutes ces factures au même endroit, c'est un vrai gain de temps et de sécurité pour l'entreprise. Il faut regarder, il y a des plateformes gratuites, il y a des plateformes payantes, il y a des plateformes qui sont spécialisées pour des secteurs d'activité, il y en a d'autres qui sont généralistes. Finalement, chaque chef d'entreprise doit choisir la solution qui est la plus adaptée à son besoin. Et ça, c'est vraiment le rôle du chef d'entreprise. Direction Petit Canal, où le CCAS a organisé pour les aînés une matinée jouet-thérapie, un temps ludique mêlant jeux traditionnels et activités récréatives. L'événement inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue a offert aux participants et aux participantes un moment de détente et de convivialité favorisant les échanges intergénérationnels et le renforcement du lien social au sein de la communauté. Tout de suite, un reportage de Lucien Nébor. À partir de chaque jeu,
on va adapter aux patients. Donc en fait, c'est ce qui va permettre que la mobilité se fasse, parce que si on a une personne par exemple en situation de handicap qui est en chaise roulante, au lieu de faire se lever, nous on va adapter en fait le jeu à la personne, par exemple mettre le Ika Ipaka sur une table par exemple pour le lancer, au lieu de le faire debout. Donc ça stimule en fait certaines parties du corps. Ça a été mis en place pour la Semaine Bleue, comme il y a chaque année au mois d'octobre. Donc la commune de Petit Canal, donc le CCAS, nous avons l'habitude de faire sur plusieurs jours. Donc cette année, nous avons eu 2 ateliers. Nous avons eu 2 ateliers, dont le karaté santé pour les seniors, une sortie et aujourd'hui, pour clôturer, jouer thérapie par le jeu pour les seniors aussi. Je suis venue me détendre par ici. Ça se passe très bien. J'aime bien les jeux, j'aime bien m'amuser. Encore avec l'âge, quand je rencontre les autres, on peut changer et puis ça se passe très 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 bien. Les jeux ne sont pas trop compliqués, c'est-à-dire il suffit de s'y mettre, c'est-à-dire de bien réfléchir quand on fait les jeux, parce que sinon on perd. Il faut bien savoir qu'on va faire ça et puis on s'applique un petit peu pour pouvoir le faire. Je suis moins stressée, je suis bien détendue, je suis plus libre, je me sens dégagée comme on dit. Ça me rajeunit déjà, ça me rajeunit parce que c'est la plupart des jeux, je les connaissais puisque vu mon âge, je suis passée par là. Et ça me rajeunit et ça me permet ça me fait vibrer en fait quelque part. Et je suis contente d'être dans ce groupe-là pour pouvoir avec vous et de nous avoir apporté des choses qui ne sont pas de votre âge, qui ne sont pas de votre époque, mais ça s'appelle l'intergénérationnel. Et je rencontre mes copines, mes copains, etc. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être là. C'est vraiment, vous nous apportez du bonheur à Petit Canal. Merci beaucoup en tout cas. Pour marquer la fin de cette semaine bleue, le département a organisé le bal et musique en Grand Moon. Alors un événement festif dédié aux seniors. Les clubs des 3e âges ont envahi la piste de danse pour partager rire, échange et déhancher, prouvant que la musique et la danse ont parfois le pouvoir de rajeunir l'esprit et le corps. Tout de suite, les images fortes de Solène Fèvre. Le département clôturait la semaine bleue. Et naturellement, cet après-midi, les clubs des 3e âge étaient présents. Il y a eu des scénettes, mais il y a eu surtout le bal traditionnel où les personnes qu'on dit âgées se sont défoulées et ont bien dansé. J'ai beaucoup apprécié certains couples qui se sont amusés et qui dansaient comme au bon vieux temps, enlacés. De vrais amoureux. Je suis allé même féliciter un couple. On seule mélodie, paraché en tête en moins. Si moi t'es fait chamber plus fort, ça c'est une chance pour moi, saisi. Il y a de l'énergie, les gens s'amusent. On n'aurait pas dit que ce sont des aînés. C'est vraiment une belle fête. Et j'ai beaucoup apprécié le discours du président du département qui a pour but de venir en aide aux personnes âgées. Vraiment, c'est une excellente initiative et un très bon moment passé ensemble. C'est vraiment quelque chose de formidable qui montre le dynamisme des aînés. Et justement, quand on parle d'aînés, on avait tendance, d'ailleurs, on a changé les termes qui étaient vieillards et toutes ces choses-là au départ de la semaine bleue. Donc c'est bien pour montrer que l'image que l'on avait au départ a bien évolué. Et d'ailleurs, ça montre aussi que c'est un état d'esprit avant toute chose qui fait qu'on est dans cette dynamique-là et que nous espérons pouvoir poursuivre. Nous avons la ville de Guayave qui nous aide énormément, qui nous accompagne et qui nous a mis à disposition un local gracieusement. Et donc, quand on a besoin de collaboration ou autre, ça veut dire qu'elle répond toujours présente. Et dans notre association, nous avons diverses activités, à savoir du tai chi, de la couture, de la gymnastique adaptée, du numérique, de la salsa, du quadrille, et on a même une chorale. Ça, c'est les gens de famille qui ont fait tête à homme tourner à l'époque. Jusqu'à présent, Doudou. Non, je ne pas dire secret, mais pas rester trop sur les réseaux, c'est ces jeunes-là qui accélèrent. Vu
vu l'animation qu'il y a eu, en fait, la participation de tout un chacun, on pense qu'effectivement, c'est assez rare qu'une association toute seule puisse organiser ça. Donc des événements de cette nature absolument sont importants. Et celle qui a encore l'esprit vif, c'est Cécile Florence Mavert. La ville de Petit-Bourg a eu le plaisir d'accueillir une nouvelle centenaire entourée de sa famille et de ses amis. Elle a partagé un moment exceptionnel, rappelant l'importance du lien avec la famille, les amis et son entourage, et surtout des souvenirs de toute une vie. Tout de suite, un reportage de Lucien Nébor. Ah, c'est moi alors. Ah bah c'est bon Dieu, j'ai dit. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui m'était aidé. Mais après-midi, l'on peut partir aussi. Vous comprenez? Pas moi. À Petit-Bourg, il fait beau vivre. Et si on veut être centenaire, je vous invite à venir à Petit-Bourg. Alors là, vous aurez ça dans 102 ans, 103 ans, 104 ans. Non loin de nous, nous avons M. Doulda qui est mort à peu près à 106 ans. Nous avons un monsieur là-bas qui court après les demoiselles toujours, qui a à peu près 103 ans. Cela veut dire que nos aînés savent se tenir, nos aînés font en sorte de rester. Et je pourrais dire en tant que premier adjoint, c'est parce qu'il fait beau vivre à Petit-Bourg. Mais fait tout bitin travail, on fait tout bitin. Fait jardin, on fait chez qui biche en rivière, on fait tout bitin. Elle a beaucoup donné, donc elle a eu à la maison le mari de le cousin de son papa, de mon papa, le frère de mon papa, sa sœur, sa tante. En fait, elle a toujours eu tout le monde à la maison. Donc elle arrive à cet âge-là, pour nous, c'est une gloire, c'est une grâce parce qu'elle a toujours donné aux autres. Disons, et maintenant, elle nous donne beaucoup. Maintenant, elle ne mangera pas si ses enfants n'ont pas mangé, quoi que ce soit. Donc notre amour, elle nous le donne maintenant. Mais par contre, elle a toujours été là pour les autres. Maman a toujours jamais mangé sans donner aux voisins, ses frères. Voilà, ça a été sa vie, de donner aux autres. Et la façon qu'elle donnait son amour, c'est en fait, c'est de nourrir les gens et de leur donner. À manger l'obité, à manger fruits à pain, à pas manger fruits à pain, à manger figues en pêcher qui biche en rivière, en poids de l'eau qui biche. Vous comprenez, non? À pas manger beefsteak, c'est bien ça. Pas tenir ça encore. Je lui dis, maman, ouais, mais t'es toujours en train de donner à manger aux gens et tout ça. Elle m'a dit, Timon, sans café ici, en 7 ans, ils ont payé manger en bas là. Et c'est vrai. C'est vrai parce que ça m'est arrivé un moment de galère, métropole. Et j'ai une copine, elle a ouvert son frigo sans rien me dire. Elle m'a dit, tiens. Et je me suis rappelé, maman me l'avait dit. Elle me l'avait dit. Et ce jour-là, ma copine, elle m'a dit, oh, pas besoin de dire rien, pas moins de rien. Mais c'est tout. Donc, ce qu'elle disait, et c'est ce que je dis à mes enfants maintenant. Quand je donne, je dis, ce que je fais, c'est pour vous. Pas pour moi, mais pour vous plus tard. Pour conclure cette tranche info, on vous emmène du côté de Morne-à-l'Eau pour un événement qui promet douceur, émotion et voyage sonore. Ce dimanche 26 octobre à 17h30, la salle de l'Étoile à Richeval accueillera les 32e Journées internationales de la harpe, placées sous le thème de harpe et voix du monde. Une rencontre musicale entre tradition, culture et vibration universelle portée par la ville de Morne-à-l'Eau et par une femme passionnée et passionnante, Claire Le Fur, harpiste et organisatrice de l'événement. Bien le bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de nous accorder un peu de temps dans ces jours un petit peu qui se précipitent là. Vous êtes accompagnée, vous n'êtes pas venue seule? Ben non, je suis accompagnée d'un musicien qui vient du Venezuela et qui vient presque chaque année avec nous et qui s'appelle Reber Fernandez. Bonsoir Reber. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va sans plus tarder parler un petit peu de ce qui se mijote un petit peu en grande terre. La 32e édition, c'est impressionnant. D'abord, pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'histoire de ces journées internationales de la harpe, ce qui en fait un petit rendez-vous un petit peu particulier? Eh bien, en fin de compte, les journées de la harpe ont commencé en 1993, alors que moi j'habitais à la Martinique et on fêtait dans le monde entier le 100e anniversaire de la naissance d'une très grande harpiste, Lily Laskin. Il y avait à la salle Gaveau un grand concert et moi je l'avais très bien connue parce que je suis d'une époque un peu plus ancienne et j'avais photographié
toute une exposition à la salle Gaveau sur sa vie. Comme j'habitais en Martinique, à la bibliothèque Schellcher, on avait décidé de faire une grande exposition et de faire un concert. Et c'est comme ça qu'ont débuté les Journées de la harpe. Après, on a réuni les orchestres de Guadeloupe et de Martinique, l'orchestre Naboulé, Serge Naboulé, qui était à Martinique, et l'orchestre Chevalier Saint-Georges, dirigé par Jean-Pierre Vollery à l'époque. Et on a fait le concerto de Mozart avec Jean-Pierre Vollery à la flûte, François Déton, flûtiste également. Et on a donné les premiers spectacles au théâtre municipal de Fort-de-France. Ensuite, on a décidé de continuer. Donc tout le monde nous a dit, mais il faut continuer et surtout de se produire dans toutes les communes. Et donc chaque année, on change de commune, et pour que toutes les communes connaissent la harpe. On en a fait beaucoup en Martinique et en Guadeloupe. Et après, le festival était qu'en Martinique. Après, on a décidé de le faire aussi à la Guadeloupe. L'année où il y a eu la catastrophe, où beaucoup de Martiniquais sont morts en Colombie dans un crash. Et donc, on a décidé de venir à la Guadeloupe. Et ensuite, une de mes élèves est partie en Guyane avec une harpe. Donc, pourquoi pas continuer. Et en 2011, pour l'année des Outre-mer, on a décidé de mélanger chaque année les 3 départements. Et on a continué. Et les musiciens sont tellement contents de se retrouver. On a des percussions, des clarinettes, de toutes sortes d'instruments autour de la harpe. Donc ce n'est pas que harpe classique. Bien sûr. Et justement, cette édition, en tout cas, il y a un thème qui ne sort pas de nulle part, harpe et voix du monde. Qu'est-ce que vous vouliez évoquer et surtout mettre en place, mettre en lumière ? Ben voilà, on a décidé d'inviter, l'Autriche sera à l'honneur aussi, donc on a une harpiste d'Autriche, avec, vous savez, la musique autrichienne qui est très très gaie, et on a un chanteur corse qui vient, parce qu'on voulait mettre la Corse à l'honneur, qui va se mélanger avec les chanteurs de Martinique, Guadeloupe et de Guyane. On a déjà commencé en Guyane. C'est assez atypique comme concept. Et surtout, toutes sortes de harpes, parce qu'on a un joueur de kora qui vient de la Martinique. On a Rebers Fernandez avec sa harpa llanera qui vient du Venezuela. On a notre harpiste autrichienne qui joue avec sa harpe du Tyrol, et moi en harpe classique. Et on se mélange avec surtout tous les musiciens de Martinique-Guadeloupe, dont principalement Eddie Gustave, qui est de Morne-à-l'Eau et qui joue avec nous depuis de très nombreuses années. Avec Sissi Ogoka. Voilà. Mais on comprend en tout cas qu'il ne s'agit pas seulement d'un concert, mais d'une véritable rencontre entre cultures. On va en parler juste à l'instant de cette programmation. On les a nommés Eddie Gustave. Vous avez aussi également sur scène les Alizés, un collectif. Alors ça, c'est mon ensemble. Oui. Là, c'est mon ensemble, enfin qu'on a créé depuis longtemps. C'est un quintet avec flûte, violon, violoncelle. Et alors donc vous savez, dans un quatuor on a 2 violons, un alto, un violoncelle, mais on a rajouté la flûte, on a rajouté la clarinette parce qu'on a un très grand clarinettiste, Franck Bilot, qui vient de Guyane, qui joue aussi bien de la musique traditionnelle avec Eddie Gustave que du classique avec nous. Et on a après un guitariste, Raymond Gracien. Donc, vous voyez, c'est un quintet rallongé. Voilà. Et le plaisir qu'on a, c'est de se mélanger tous ensemble avec les cultures locales et les cultures invitées. Alors, je voudrais savoir, pour ceux et celles qui n'ont jamais assisté vraiment à ce genre de soirée, en tout cas des soirées de ce type, qu'est-ce que vous aimeriez en tout cas qu'ils ressentent lorsqu'ils vous verront sur scène avec toutes vos équipes ? Écoutez, le plus important, c'est la gaieté, la joie, le bonheur de se retrouver. Et tous ces musiciens sont tellement passionnés que c'est un plaisir de les voir jouer et de jouer ensemble. Chaque année, on se retrouve, vous vous rendez compte, et il y en a qui sont pas tout jeunes. Donc l'équipe n'est pas... voilà. Elle se renouvelle un petit peu, mais on est quand même dans la tranche d'âge plutôt après 40 ans. Voilà, pour dire. Et chaque année, ce qui est très amusant, c'est qu'on met un pays à l'honneur. Donc ça permet d'inviter des musiciens nouveaux
On a eu déjà le Brésil, l'Irlande, le Pays de Galles, le Mexique et tout ça. Et souvent, les gens me disent, les musiciens invités pour un an, disent, est-ce qu'on peut revenir l'année prochaine? Mais on va commencer à être plus de 30 ou 40 musiciens parce que tout le monde veut revenir. Ah oui. Pourquoi d'ailleurs vous revenez? Ben oui. Pourquoi on reviendrait en tout cas à ce temps. Bon, je pense que ma prestation, chaque fois que je viens ici à Guadalupe, il y a un public qui aime bien ce que je fais con la musique vénézuélienne parce que ce que je fais la partie folklorique. Donc il y a vraiment quelque chose de traditionnel. Traditionnel. Et après, je fais aussi la musique vénézuélienne avec l'arpa, qui fait danser les gens, qu'on appelle le rythme orquídea. Que c'est très, très, très nain. Entonces les gens, quand ils écoutent la musique, ça casse un peu la musique classique que Claire fait avec ce groupe-là. Et fait la musique classique. Je fais la musique populaire de Venezuela. Ça fait un très beau métissage. Et on se mélange, voilà. Oui, voilà. On mélange les deux harpes ensemble. La musique antillaise, on joue des œuvres classiques antillaises parce que ce n'est pas que des œuvres actuelles et tout. Et donc, c'est un mélange qu'on aime beaucoup faire. En tout cas, pour revenir à la programmation de Mornalo, un moment ouvert à tous et à toutes, accessible et convivial. D'ailleurs, l'entrée est gratuite. Ça aussi, c'était important. Ça, c'est grâce à la municipalité. Ouais. Et il y a des navettes qui seront prévues Je ne sais pas. Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais il faut... Alors, il y a des navettes prévues. Ah, formidable. Bah oui, comme ça, tout le monde aura accès à vos talents, tout simplement. Ça, c'est formidable, ça. Donc, pour ces 32e Journées internationales de la harpe, on retiendra qu'il y a plusieurs dates. Là, on est sur Mornalo pour ce dimanche. Mais on me dit à l'oreillette qu'il y aura aussi d'autres rendez-vous au cas où on louperait une coche. Alors je vous dis tout de suite, ce soir, on fait une petite présentation qui est marquée, pas tellement annoncée, à la Creole Beach Hotel à 20h30. Voilà, en trio de harpes. Alors, les harpes en folie, on a appelé ça. Wow. Et puis surtout, demain, on sera au ciné-théâtre du Lamentin. Alors là, il y aura les ciné-concerts aquatiques où je mets la harpe sous la mer. Et on a été labellisé par l'année de la mer parce que plus les gens verront les fonds sous-marins, plus on protégera la mer et on ne mettra pas de saleté à l'intérieur sous la surface. Donc, et en deuxième partie, alors là, il y aura un peu de Corse, un petit peu de vénézuélien, de la biguine avec Eddie Gustave. Enfin, ça va être un petit peu mixte comme ça pour le plaisir de se retrouver tous. Après le 25, alors là, le samedi 25, il y aura un très grand concert à l'Archipel. Et là, c'est une création. Très belle salle dans la grande salle de l'Archipel. Là, je crois qu'il faut réserver. Il ne faut pas oublier. Et c'est le carnaval des animaux du monde sous-marin. Alors là, on l'a donné hier soir à la Guyane, dans la scène nationale. On voit de l'Ancre. à l'écran actuellement. Donc, on accompagne les requins, les raimentas, les langoustes qui remplacent les animaux terrestres de Camille Saint-Saëns. Vous savez, le carnaval des animaux, il y a les lions, les tortues, tout ça. Et nous, c'est que des animaux sous la mer. Et les images sont magnifiques sur écran géant. Je crois que ça va être assez spectaculaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.